Bonjour, Bonjour Monsieur Bernard, vous m'entendez? je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, je vous entends très bien. Alors, je vous remercie de votre présence. C'est vrai que je savais pas trop si on allait pouvoir se voir aujourd'hui ou pas parce que j'avais pas eu de retour depuis début août de vos collègues au sein de Reporters sans frontières. Je pense que beaucoup étaient partis en vacances ou autre et donc j'ai pas réussi trop à savoir si finalement j'arriverai à vous avoir aujourd'hui. Donc bah, je suis ravi de vous avoir. J'avais préparé le lien au cas où, voilà. Bienvenue à vous. Donc, vous êtes directeur du plaidoyer au sein de Reporters sans frontières. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler, nous présenter Reporters sans frontières pour ceux qui ne connaissent pas votre ONG? Bien sûr, bonjour, c'est un plaisir d'être à cette antenne. Reporters sans frontières est une organisation internationale non gouvernementale qui défend le journalisme et qui défend le droit des citoyens à l'information, c'est-à-dire de pouvoir accéder à une pluralité de sources fiables d'information. C'est quand même très important pour se forger une opinion. Nos modes d'action sont extrêmement variés. On aime se dire que rien ne nous est interdit, mais on va aller de l'assistance aux journalistes dans des situations en grande difficulté à travers le monde, dans plein de pays, les aider à se planquer, à sortir, à se mettre à l'abri, à racheter du matériel s'il l'aurait indûment confisqué, à les sortir de tôle, à influencer les gouvernements pour essayer d'obtenir des libérations, poursuivre les crimes contre les journalistes en justice, essayer de travailler avec des juges, avec des procureurs, des policiers, et influencer le droit, essayer d'obtenir des réformes législatives. Bon, bref, j'en passe. Tout ça fait partie vraiment de notre action quotidienne. Et je termine quand même par le fondement de cette action, qui est on fait de l'information sur l'information au quotidien. On a une rédaction au sein de Reporters sans frontières avec des journalistes qui font de l'investigation, qui font du traitement de l'information sur les enjeux informationnels et le journalisme, ce qui nous amène à publier énormément, tout le temps, tous les jours, avec une obsession évidemment pour les faits. Et les faits, c'est l'enjeu absolument majeur, ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, à l'époque du tout numérique et de la capture par les plateformes de notre espace informationnel. Voilà ce que je peux dire. Peut-être, pour terminer, on travaille dans 150 pays dans lesquels on a des collaborateurs de Reporters sans frontières, des correspondants. On travaille à partir de 14 bureaux dans le monde. Le siège international est à Paris, d'où je vous parle. Notre équipe, mes collègues, sont répartis entre Rio, Dakar, Tunis, Washington, Londres, Berlin, Bruxelles, bien sûr, mais également Beyrouth, Kiev, Chiang Mai, Taipei. Voilà, tout ça, c'est l'équipe RSF. D'accord. Alors là, du coup, vous évoquez 150 pays, du coup, moi, ça attise ma curiosité. Euh, Seulement 150, pourquoi? Parce que dans les autres, c'est une question de manque de moyens ou surtout l'impossibilité de faire vos missions dans les autres pays. Non, on travaille sur tous les pays du monde, D'accord? mais on est basé pour ce faire dans 150 D'accord. pays. Il y a des pays, des petites îles du Pacifique, par exemple, qui sont... je prends un mauvais exemple parce qu'on commence à y avoir des correspondants désormais. Il y a des enjeux climatiques tellement forts que le journalisme environnemental est un sujet majeur. Enfin, voilà, on n'a pas, il y a quelques pays dans lesquels on n'a pas de correspondants. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rôle au sein des RSF? Donc, vous êtes directeur du plaidoyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps, en quoi ça consiste au niveau de vos missions? Et moi, je suis juriste de formation. Je dirigeais une grande ONG internationale de défense des droits humains avant de rejoindre RSF il y a 8 ans. Et je suis au sein de RSF directeur du plaidoyer et de l'assistance. Ça veut dire concrètement que le plaidoyer, c'est essayer de nouer des relations pas toujours public d'ailleurs, avec des régimes, des gouvernements, des puissances, des plateformes, des acteurs de puissance qui sont capables d'avoir une influence sur la situation des journalistes pour essayer d'améliorer la situation des journalistes. Concrètement, si un journaliste est arrêté et arbitrairement détenu, il faut essayer de sortir de là, ou pris en otage. Le plaidoyer, ça va être d'essayer de tirer des fils pour essayer de sortir de là. Ça va être aussi
tout le plaidoyer qu'on appelle multilatéral, c'est-à-dire auprès des organisations intergouvernementales, des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, etc. C'est aussi activer la justice dans les pays où c'est possible. Pas seulement en défense des journalistes qui sont indûment poursuivis, mais également en contre-attaque. Et en particulier dans les situations de crimes contre les journalistes, on va essayer d'identifier les auteurs et de mobiliser des juges pour essayer de les attraper, de les mettre hors d'état de nuire et de recommencer. Tout ça, c'est le plaidoyer. D'accord. Et puis, c'est enfin obtenir des améliorations législatives. On a besoin de cadres de régulation, de protection du journalisme et du droit à l'information. Et donc, c'est tout un travail avec des parlementaires, avec des gouvernements dans plein de pays pour essayer d'y contribuer. Ça, c'est le plaidoyer. Et puis, l'assistance, c'est une énorme activité du quotidien pour venir en soutien des journalistes et des médias qui sont ciblés. Alors, on pense à Gaza, on pense à l'Ukraine, on pense à la Russie, au Soudan, RDC, Nicaragua, enfin, Myanmar, il y a vraiment énormément de situations, puis à l'Europe aussi, dans lesquelles on va intervenir au quotidien pour essayer de fournir des petits moyens financiers, de l'équipement, les moyens de passer un mauvais cap. Euh, Vous avez peut-être entendu parler d'une de, des exfiltrations Oui. que RSF fait. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'assistance. D'accord. Alors, vous avez évoqué l'aspect législatif, ça m'interpelle parce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là au niveau européen récemment. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça va assez loin, cette nouvelle législation européenne par rapport à la liberté de la presse notamment? Oui, oui. Bah oui, je peux vous en parler parce qu'en fait, RSF est un petit peu à l'origine, avec d'autres, mais beaucoup quand même, de ce règlement européen sur la liberté des médias, qui est le produit de la dernière mandature européenne, de la Commission européenne sortante et du Parlement européen sortant. En fait, on s'est aperçu que les droits nationaux au sein de l'Union européenne étaient très hétérogènes, qu'il y avait vraiment des géants entre les deux et que des régimes dits illibéraux, on pense au régime de Orban, profitaient du fait d'avoir une législation à sa main pour nuire à la liberté de la presse ou pour vraiment la contraindre, la réduire. Et donc, il y avait vraiment une première justification à essayer d'avoir un droit européen qui permette de rehausser le plus possible pour tout le monde au sein de l'Union européenne les normes de protection du journalisme. Et puis, on a été très frappé en octobre 2017 par l'assassinat d'une journaliste à Malte, Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée dans sa voiture par une bombe, alors que elle était extrêmement active dans la dénonciation d'affaires de corruption, à tel point qu'elle était très ciblée. Hein. Le jour de son assassinat, elle avait de mémoire 43 procédures bâillons, des SLAP, on appelle ça des procédures bâillons contre elle, donc des procédures fallacieuses hein, pour la faire taire devant la justice maltaise. Et là, ça a été jusqu'à l'assassinat. Et puis, ça a été le cas encore avec Jan Kuciak en Slovaquie en 2018. Et là, on s'est dit, mais au fond, s'il n'y a pas une réaction par une meilleure protection législative, porte des mécanismes de mobilisation européens, ça risque d'être vraiment difficile, ça risque de s'aggraver encore. Et puis, il y a une troisième raison, et je termine, c'est on a vu s'accroître les phénomènes de concentration dans différents pays. En France, on connaît bien ça. Et en particulier, ces concentrations qu'on appelle verticales, c'est-à-dire des tycoons, des très grandes boîtes, dont la spécialité est pas du tout les médias ou pas nécessairement les médias et qui vont essayer de les accaparer au bénéfice de leurs autres activités économiques. Et puis progressivement, on voit aussi des grands groupes qui se spécialisent sur les médias, mais qui vont utiliser ces systèmes, leur
leurs médias pour faire non pas de l'information, mais de l'opinion. Et donc là, les droits nationaux sont assez lacunaires ou étaient très lacunaires là-dessus. C'est une raison supplémentaire d'essayer d'avoir un texte européen qui aide à protéger la liberté des médias, c'est-à-dire leur pluralisme, leur indépendance nécessaire pour leur crédibilité, quoi. D'accord. Et ce texte qui a été donc réalisé au sein du Parlement européen, est-ce qu'il va assez loin ou est-ce qu'il y a des lacunes encore que vous avez pointées avec RSF? Alors globalement, il est beaucoup mieux que beaucoup de législations nationales européennes. Ce qui est très intéressant, ça c'est très rare, pas seulement au sein de l'Union européenne, au-delà, dans plein d'autres démocraties, c'est que ce texte aborde beaucoup de sujets. Tous les sujets se tiennent par la barbichette, en fait, hein. Simplement, pour des raisons historiques et politiques, les États se sont dotés de lois qui abordent pas en même temps tous les sujets. Là, c'est le cas. Donc, il y a vraiment une cohérence. Et puis, sur des sujets sensibles, par exemple, la protection du secret des sources, par exemple, la garantie de l'indépendance éditoriale, par exemple, la protection des médias publics, des médias de service public. Là, les droits nationaux n'étaient pas bons, voire lacunaires, et ce règlement permet d'aller un peu plus loin. Mais c'est vrai aussi qu'il aurait pu aller plus loin sur certains sujets. Et c'est toujours le cas. On Oui. peut toujours se dire qu'on pourrait faire mieux. Enfin, grosso modo, pour nous, le bilan est quand même très satisfaisant et c'est un outil qu'on appelle vraiment les États à mettre en œuvre. C'est un règlement, hein. Ça veut dire que maintenant, il est entré en vigueur. C'est-à-dire que c'est le droit national de chaque État. C'est le droit français, ce règlement. Mais il faut quand même adapter un petit peu des dispositions du droit français pour que ce règlement soit pleinement applicable. Et là, on attend que ça puisse être fait. Et c'est compliqué parce que la vie politique et le Bien tempo sûr. politique permet pas encore de l'inscrire à l'ordre du jour. Bon, ben voilà, c'est le cas dans chacun des 27. Certains pays sont un peu plus en avance que d'autres. Et nous, on pousse beaucoup, c'est du plaidoyer, pour essayer d'obtenir que ce règlement soit pleinement applicable, opposable et donc utile. Et alors, vous avez évoqué l'information, la vraie information dans la présentation. Et j'ai une question dans le chat de Suzerain qui demande comment positionnerez-vous RSF face aux géants du numérique, Google, Meta, X, Twitter, TikTok, en matière de régulation des contenus et des algorithmes, et notamment par rapport aux informations, donc la diffusion de fausses informations. Et merci beaucoup pour cette question parce elle est super importante. RSF est extrêmement critique face à l'hégémonie acquise par les plateformes dans le contrôle de notre espace informationnel. Euh, Ça a été formidable ce que nous ont permis de faire les plateformes, extraordinaire, mais en même temps on en voit aujourd'hui les conséquences. Leurs algorithmes privilégient ce qui divise, le doute, l'incertitude, et pousser tous ces contenus, y compris la désinformation, et repousse à la marge les sources fiables d'information. Donc ça, c'est vraiment un problème absolument énorme. Avant, c'était la loi nationale qui permettait de réguler un peu ça, de nous permettre d'accéder de faire notre choix parmi plein de sources fiables d'information. Là, sur les plateformes, c'est plus le cas et c'est un énorme enjeu. Le droit européen, que ce soit le règlement qu'on vient d'évoquer sur la liberté des médias ou le DSA, ne vont pas assez loin. Ne vont pas assez loin. Ils offrent ou imposent ce qu'on pourrait appeler un traitement symptomatique du problème. C'est-à-dire, voilà, il y a un problème qui se pose, eh bien, on attend des plateformes qu'elles s'équipent pour qu'ils ne se reproduisent pas. La belle affaire. Ce qu'on voit, c'est que le problème se reproduit. C'est que la désinformation prolifère désormais à une échelle industrielle. Donc nous, on a essayé et on essaye de promouvoir euh, 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 encore un développement législatif, c'est-à-dire qu'on aimerait que les plateformes se voient imposer une obligation d'amplifier, pour nous, pour les utilisateurs, d'amplifier sur nos feeds les sources fiables d'informations. C'est-à-dire de nous permettre, en tant qu'utilisateurs, d'avoir plus facilement accès
aux sources fiables d'informations plutôt qu'elles soient reléguées dans les dernières pages des moteurs de recherche ou bon. Et ça s'appelle le principe de due prominence, c'est l'obligation d'amplification des sources fiables. Donc ça, on le pousse beaucoup en ce moment et auprès des États, du Parlement européen, etc. Et évidemment, je ne veux pas être trop long, mais évidemment, la question clé, j'espère que c'est exactement ce que Oui, bien sûr. notre ami poserait, c'est-à-dire, mais comment on détermine des sources fiables d'information alors? Et c'est une vraie question. Donc nous, on a créé un système, au moins pour les médias, qui est une sorte de norme autorégulée. On a créé ça avec l'AFP, avec plein de médias du monde entier, qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui est un système de certification qui permet aux médias qui cochent les cases de méthodologiques, hein, qui ont une charte éditoriale, qui ont un système de respect de la déontologie, qui remplissent des conditions, d'être certifiés. Et pour ces médias certifiés, par exemple en France, il y a plein de médias qui sont certifiés de GTI maintenant, beaucoup de médias de service public d'ailleurs, mais pas que. Et donc cette petite certification, elle pourrait permettre aux plateformes de dire, ah bah tiens, je vois la certification, ça je le rends plus visible, je D'accord. l'amplifie parce que c'est fiable. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Mais on a beaucoup de mal, hein. Il a raison, notre ami, c'est évidemment très dur. Les plateformes sont des animaux euh, extrêmement puissants. Donc c'est difficile. Et là, ça va dans la continuité du sujet de la fausse information et de la diffusion sur les plateformes, mais c'est plus dans la globalité. J'ai Vincent dans le chat qui pose la question. Alors que nous sommes dans une heure que certains qualifient de post-vérité, c'est-à-dire un monde dans lequel la parole politique ne peut être prise pour argent comptant car elle a été érigée en mensonge, en mode de communication partout dans le monde, quels peut être les moyens d'action que les journalistes et en particulier que ceux qui sont reporters sur le terrain d'informer afin d'informer au mieux les citoyens des pays. Voilà, en fait, comment on fait pour lutter contre, contre les fausses informations, tant des politiques que aussi, malheureusement, de journalistes qui en font des fois les relais. Oui, bien sûr. Bon, un journaliste digne de ce nom, en principe, ne se fait pas le relais d'une fausse information. Il est censé la vérifier et éventuellement la rectifier s'il a dit ou publié une connerie. Mais comment on lutte contre la fausse information? Euh, il y a une lente prise de conscience. Ça s'accélère heureusement un peu. Jusqu'à présent, l'alpha et l'oméga, c'était de dire, il faut faire de l'éducation aux médias et au numérique, à l'école, au lycée. Bon. Et ça commence à se développer beaucoup. Le truc, c'est qu'il faut 10 ans quoi, pour que ça marche. Et en 10 ans, il peut se passer énormément de choses. Comme on sait, ça va très très vite ce qui se passe. La deuxième méthode, c'est de dire il faut faire du fact-checking. Et ça, c'est top. On voit, il y a de plus en plus de médias, des vrais médias, hein, Alors, qui ont leur cellule de fact-checking. je me permets, le fact-checking était quelque chose qu'on voyait quand même beaucoup sur les plateaux de télé en débat ou autre. J'ai le sentiment, et je sais que je suis pas le seul, que ça a été lentement abandonné depuis une certaine période. Le fact-checking en plein débat, en live, quand c'est du direct, c'est quelque chose qui a été complètement abandonné ces derniers temps. Oui, et c'est compliqué en live. Et c'est justement le problème du fact-checking. Le fact-checking, pour le faire sérieusement, il faut prendre un peu de temps, il faut bosser. Et donc, le produit du fact-checking, il va toujours intervenir a posteriori. C'est-à-dire que la fausse information, elle aura déjà produit son résultat politique, social. Bon. Et donc, cette méthode, elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. La troisième méthode qui a été utilisée, c'est le retrait de contenu, ce qu'on appelle la curation négative, la modération négative. Et ça pose plein de problèmes, parce qu'évidemment, qui va décider que le contenu est de la désinformation? Ça ne peut pas être la plateforme, parce qu'on ne veut pas que Elon Musk devienne le rédacteur en chef de la planète. Ça ne peut pas être un gouvernement, parce qu'on ne veut pas de ministère de la vérité. Donc normalement, c'est le juge, mais le juge, il est complètement débordé. Donc ça pose plein de problèmes. C'est pour ça que nous, en complément de ces trois méthodes, on a imaginé une autre méthode qui n'est pas de traiter les symptômes, c'est pas de traiter la désinformation quand elle se produit, c'est d'obliger les plateformes à nous donner à voir plus de sources fiables. C'est ce qu'on appelle la curation positive ou l'amplification des sources fiables, ce que j'expliquais tout à l'heure. D'accord. Et c'est pas, on ne dit pas que ce sera la recette magique, certainement pas. Mais c'est en tout cas nous mettre en situation, nous, citoyens, d'avoir plus facilement accès et donc plus facilement le choix.
Et ça pour nous, c'est la clé, c'est le combat d'aujourd'hui. Je me permets de citer la loi de Brandolini parce qu'en fait, on est en plein dedans. C'est le peu d'énergie nécessaire pour citer une fausse information ou dire quelque chose de totalement faux, à- en comparaison à l'énergie décuplée qu'il faut pour prouver que c'est une fausse information. On est en plein là-dedans, en fait. Quand vous parlez de procédure, etc., dire la fausse chose, ça se dit en quelques secondes, alors que pour le débunker derrière, ça prend une énergie monstrueuse. Et c'est une des vraies C'est problématiques dans dingue. lesquelles on est aujourd'hui, avec les chaînes Ouais, de médias télé mais notamment, où tout se fait sur l'audience, sur le moment, sur le fait d'avoir les petites phrases. On reste sur la petite phrase, mais pas sur toute l'explication qu'il peut y avoir derrière pour contrecarrer. et pourtant, on a pris conscience depuis 2018, en vérité, euh, qu'il risquait d'y avoir un problème majeur. En 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui la première avait dit, attention, les fausses informations, la désinformation, la propagande, tout ce qui n'est pas l'information fiable, circule sur les plateformes 6 fois plus vite que l'information fiable. Et en effet, l'enjeu du temps qui s'est accéléré est un enjeu majeur, absolument majeur. C'est pour ça qu'on pense vraiment qu'il ne faut pas se contenter de traiter les symptômes, il faut apporter des réponses systémiques. Et la réponse systémique, elle passe par créer une responsabilité juridique, hein, des plateformes dignes de ce nom, parce qu'elles ont bénéficié depuis leur création d'une sorte d'immunité qui leur a permis de capturer notre espace informationnel. Et alors là, je vais vous poser une question qui, je pense, au final, peut servir à tout le monde, si vous avez une réponse à nous y apporter. Comment on fait pour faire la différence entre du journalisme d'information et du journalisme d'opinion? Parce que il y a les chaînes d'information, chaînes d'opinion aujourd'hui. On dit de CNews davantage, par exemple, que c'est une chaîne d'opinion que d'information aujourd'hui. Comment on fait pour faire la différence entre les deux? Voilà. Pour les personnes non avisées, justement. Ouais, ouais, mais pour nous, le journalisme, c'est le journalisme d'information. Journaliste, c'est une tautologie. Le journalisme, normalement, ça porte sur Bien l'information. sûr. Il y a différentes façons de le faire. Il y a chercher et rapporter les informations. Il y a le journalisme qui analyse l'information, c'est l'éditorialisme en particulier, mais ça doit rester fondé sur l'information. Et ce à quoi on assiste, c'est à une instrumentalisation de cette dénomination, le journalisme d'information, en réalité pour la promotion d'opinion. Et vous pointez le cas de CNews, de ce média français. Alors, en France, c'est un Il y en qui a est plein bien d'autres, oui. connu. Il y en a plein d'autres, et puis il y en a plein d'autres dans plein d'autres pays. Euh, CNews s'est vu octroyer et renouveler récemment une fréquence publique et gratuitement, comme toutes les chaînes de la TNT, à condition de faire de l'information pour un projet sur la base d'une convention en tant que chaîne d'information. Ce qui veut dire que si on constate que ce n'est pas le cas, le régulateur est censé faire respecter la convention et faire respecter la loi. Et c'est aussi là que nous, on a un rôle, mais que vous pouvez en avoir aussi, et vos auditeurs aussi. Vous pouvez signaler à l'ARCOM, il faut faire respecter la loi. Et nous, on a une grosse bataille en France, grosse mobilisation, pour que le régulateur, et au-delà le juge, fasse vraiment pleinement son boulot pour faire respecter la loi. C'est absolument indispensable. Sinon, on fait passer des vessies pour des lanternes et on prend le citoyen et les citoyennes pour des imbéciles. On leur dit, regardez, c'est de l'information, alors qu'en réalité, c'est de l'opinion. C'est très dangereux pour la démocratie. Et du coup, là, je vais partir sur une des autres thématiques qui est la raison de pourquoi j'avais contacté RSF par ailleurs, mais je vais l'ouvrir plus globalement avant de se recentrer dessus. Est-ce que, question de Dragor, que faites-vous à propos des journalistes français emprisonnés dans le monde? À combien on les quantifie aujourd'hui? Est-ce qu'on sait tous les journalistes français emprisonnés ou est-ce qu'il y en a où on ne sait même pas forcément dans quelle situation ils sont? C'est vrai que c'est des questions qui se posent. Ouais. Reporters sans frontières à l'échelle mondiale, on suit aujourd'hui au quotidien, en permanence,
les cas de 550 journalistes de toute nationalité qui sont arbitrairement détenus dans le monde. Parmi eux, il y a un journaliste français qui est arbitrairement détenu, qui est Christophe Glaise, qui a été condamné le 29 juin dernier en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et pour détention de documents à des fins de propagande pour nuire à l'intérêt national. Christophe est en attente de la fixation de son procès en appel. On espère que ça interviendra cet automne. Et on a créé avec sa famille, avec ses parents, son frère, sa belle-sœur, sa compagne, un comité de soutien très large. Christophe est un journaliste sportif spécialisé dans le football qui s'était rendu à Tizi Ouzou en Algérie pour une enquête sur en particulier la JSK, le club de foot de Tizi Ouzou qui est très renommé, pris dans un contexte de relations qu'on connaît, qui sont extrêmement difficiles entre les deux pays, mais qui n'a rien à faire en prison, qui est un journaliste sportif, et on travaille énormément pour le sortir de là, pour le soutenir, pour le sortir de là. Et d'ailleurs, j'en profite pour, si je peux me permettre, Bien pour sûr. lancer un petit appel. Il y a un truc très simple à faire, on croit que ça sert à rien, mais je vous promets que ça sert, c'est signer la pétition pour la libération de Christophe sur le site de RSF. Et vraiment, ça sert, on le sait, hein, parce qu'on on est très regardé, très suivi, les autorités algériennes suivent ce que dit et fait RSF. Récemment, les toutes dernières nouvelles, c'est que les parents de Christophe, sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Boudard, ont eu l'autorisation, ont eu un visa et ont eu l'autorisation de pouvoir rendre visite à Christophe en prison. D'accord. Euh, et pas qu'une fois. Ils ont même eu l'autorisation de le voir une deuxième fois en 15 jours, ils sont rentrés la semaine dernière. On était très reconnaissants aux autorités algériennes d'avoir délivré ce visa et au procureur d'avoir permis qu'il le voie deux fois. C'était très bien. Christophe est en forme, il a le moral, il est confiant. Enfin, il est aussi privé de liberté et il n'a rien à faire en prison. Et il en souffre évidemment. Donc il faut Alors, vraiment le sortir de là. je vous ai mis la pétition dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus. Du coup, ça vous redirige directement. Donc, prenez le lien en entier et allez sur le site. C'est vrai, je rappelle le Merci contexte. beaucoup. Non, non, mais c'est normal. C'est quand même aussi l'un des sujets principaux de pourquoi je voulais vous recevoir aujourd'hui. Et je voulais aussi rappeler, donc, de manière générale, le contexte que vous évoquiez, le contexte franco-algérien en ce moment, un contexte assez brûlant, je rappelle. Qui a commencé au moment de la reconnaissance par la France du Sahara occidental comme étant marocain. Ça a été vraiment le point de déclenchement récent, on va dire. S'en est suivi l'affaire Philippines, avec un ressortissant marocain, si je ne me trompe pas, mais qui du coup avait soulevé la question des ressortissants étrangers pour justement les ressortissants en CRA, donc les renvoyer. Donc il y avait aussi la question avec les ressortissants algériens qui étaient en CRA. Il y a eu aussi également l'affaire Boualem Sansal qui s'est rajouté à cela. Et donc Christophe Glaise qui a été aussi un des éléments qui, on va dire, il me semble que le club de foot, c'était un club de foot kabyle, en Kabylie. Donc voilà, qui a été un Oui, argument absolument. aussi qui avait été ciblé par l'Algérie. Donc en fait, c'est un cumul qui fait qu'il y a une situation particulièrement explosive, qui plus est que les relations diplomatiques sont quasiment rompues avec l'Algérie aujourd'hui, que ce soit du fait du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ou du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Donc voilà, c'est pour rappeler un contexte global d'extrême tension d'un point de vue diplomatique avec l'Algérie. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des différentes raisons de pourquoi c'est tendu. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quel, quel levier vous avez au niveau de RSF vis-à-vis du quoi justement de Monsieur Glaise? Bon, d'abord, c'est aider à ce qu'il soit effectivement défendu, à ce qu'il puisse vraiment bénéficier du concours d'avocat. Alors, c'est le cas. Il a un avocat algérien très mobilisé, pénaliste, tout à fait remarquable, qui est également soutenu par un confrère français. Et
vraiment une défense qui, j'espère, va s'avérer très utile si l'avocat français obtient son visa pour pouvoir rendre visite avec son confrère algérien à leurs clients en prison en amont du procès en appel et évidemment pendant le procès en appel. Donc ça, c'est évidemment un volet très important. Euh, c'est faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire faire passer le message que un journaliste n'a pas à être assimilé à ses sources, que le journaliste, c'est légitime et c'est normal qu'il soit en contact avec des sources et pour faire son boulot. Et faire passer ce message-là, le marteler, dire que Christophe est journaliste, pleinement journaliste et point barre, et donc n'a rien à faire en tôle. Ça peut paraître très simple, mais c'est pourtant extrêmement important. Ça permet de distinguer son cas, qui est très très singulier, et donc ça, c'est fondamental. Il a été condamné sur deux griefs qui sont abracadabrantesques. Christophe a jamais fait l'apologie de quoi que ce soit. C'est simple, c'est un journaliste de presse écrite, donc il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit depuis qu'il est Sportif qui journaliste, plus est. et en plus sportif. Donc il n'a jamais fait l'apologie de quoi que ce soit, et encore moins du terrorisme. Donc, il se trouve qu'il a été en contact avec des responsables, ou un ou deux responsables de ce club de foot de Tizi Ouzou, de Kabylie, qui est très connu, ce club de foot. Hein. Et il se trouve que l'un ou l'autre de ces responsables était également impliqué dans un mouvement kabyle. Mais ça, lui, il est journaliste. Ce qui l'intéressait en plus, c'était le club de foot. Bon. De toute façon, comme journaliste, il n'a pas à être assimilé à ses sources. Donc l'apologie, a fortiori du terrorisme, ne tient pas une seconde. Quant à la possession de documents dans un but de propagande, le but du journaliste Christophe Glaise, c'est pas de faire de la propagande, c'est de faire du journalisme. Ça ne tient pas une seconde non plus. On espère vraiment que les juges en appel comprendront, voudront bien et pourront comprendre qu'en effet, va être libéré. Il a déjà beaucoup payé, hein, parce qu'il a été arrêté le 28 mai 2024 il est resté 13 mois en liberté sous contrôle judiciaire avant de comparaître devant la cour criminelle en juin. Et pendant ces 13 mois, il a vraiment parfaitement joué le jeu de son contrôle judiciaire. Il a fait, et nous avons fait avec sa famille ensemble, un peu le pari de ne pas faire de bruit et médiatiser son affaire. Il y avait plein de signaux positifs qui laissaient espérer qu'il soit relaxé, qu'il soit remis dans un avion. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et le 29 juin, quand les 7 ans sont tombés, ça a vraiment été un choc, vraiment un choc pour lui, pour sa famille et pour nous. Donc là, on en appelle vraiment à tout le monde, à l'opinion publique. Il faut marteler qu'un journaliste qui fait son boulot n'a rien à faire en prison. Et en termes de temporalité, vous savez les prochaines échéances dans ce cas? Ah bah là, on attend la fixation du procès en appel. On espère que la date sera connue à peu près mi-septembre, puisqu'il faut que la Cour d'appel reprenne son activité pour qu'elle fixe son calendrier de travail. Donc on saura là bientôt, dans 15 jours, on devrait connaître la date du procès en appel. On espère que ce sera en octobre. D'accord. Voilà. Donc possiblement, il y a l'espoir d'un calendrier vers l'espoir d'une solution. Et J'utilise deux fois le mot espoir dans la même bien phrase, ça sûr. fait beaucoup d'espoir. Et, Donc, entre-temps, il faut signer la pétition. Ouais, ça, c'est clair. et vous ne craignez pas que, bah, on l'a évoqué, mais que le climat enfin, des relations franco-algériennes ait un réel impact sur cette décision? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Ouais, niveau de RSF vis-à-vis de enfin, du fait que potentiellement M. Glaise paye les relations diplomatiques franco-algériennes? bien sûr, on le craint et dans l'action des RSF dans ce type de dossier, il n'y a aucune science exacte. Ce qu'on constate, et ça c'est très factuel,
c'est que malgré des relations bilatérales très difficiles, les parents de Christophe ont pu, il y a 4 semaines, avoir leur visa pour aller lui rendre visite en prison. C'est quand même un signe positif, important. Bien sûr. Alors on se dit avec eux que finalement, le message qu'on martèle, c'est-à-dire que Christophe Glaise est un journaliste sportif, et à ce titre, il n'a rien à faire en prison, est un message qui est écouté. Maintenant, on espère qu'il va être entendu. Voilà. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure un peu plus de 550 journalistes emprisonnés dans le monde, je crois. Est-ce que vous sauriez Ouais. dire dans quel pays les journalistes ont le plus propension à être emprisonnés, justement? Quel type de régime aussi, Oui, parce bah, que c'est très intéressant, hein. Je pense à l'Érythrée bien sûr. potentiellement, notamment, ou des pays. Alors, les 3 plus grandes prisons du monde pour les journalistes sont dans l'ordre la Chine, la Birmanie et la Biélorussie. La Biélorussie qui est très, Ah très oui, voisine de la France, hein, oui, c'est oui. pas loin. Hein. Et vous parlez de l'Érythrée. Alors, l'Érythrée a un nombre important de journalistes, mais l'Érythrée a le record du monde de la durée de détention la plus longue, puisqu'il y a un C'est ce qui me semblait. journaliste qui s'appelle Dawit Isaak, qui est en tôle depuis 22 ans. 22 ans. On a le dernier signe de vie qu'on a reçu de lui date d'il y a 5 ans C'est ce maintenant, qui me et semblait. encore très indirect. Il avait été emprisonné au moment du changement de régime. Et en Absolument. fait, de ce que j'avais cru comprendre, c'est toute la presse du pays. Il y avait eu quasiment des interpellations de toutes les presses étrangères et nationales en Érythrée au moment du changement de régime. Et ça fait un moment que lui, on pensait même mort à un moment. Puis finalement, il y a eu des nouvelles il y a 5 ans. Et là, on ne sait toujours pas aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, il avait été arrêté avec une vingtaine d'autres journalistes, on parle très largement de son média. Et alors, ce qui est singulier dans son cas, c'est qu'il est double national suédois. Et on pousse beaucoup depuis des années pour que la diplomatie suédoise et la Suède fassent beaucoup plus, le plus possible. En Suède, on est parvenu à en faire un grand débat national avec commission d'enquête parlementaire, avec des tas de trucs. On essaye aussi, on a déposé 4 plaintes devant le procureur général de Suède parce qu'on pense que vraiment il y a une qualification pénale mais énorme et il faut faire comprendre au régime érythréen que on ne fait pas impunément des crimes internationaux. Et on a beaucoup de mal avec le procureur général de Suède. Mais en tout cas, il y a un débat public très fort sur son cas. Et non, mais c'est épouvantable. Plus de 20 ans en tout quand on est Et, journaliste, c'est dingue. Et je me posais la question parce que l'idée m'a sauté à l'esprit. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire moderne, enfin forcément l'histoire moderne, oui, parce que le métier de journaliste en soi est assez récent dans l'histoire, qu'il y ait des interventions d'État pour aller libérer leurs journalistes? Dans certains cas particuliers. Je ne parle pas forcément dans le cas de groupes terroristes ou autres, hein, mais vis-à-vis de détentions arbitraires d'autres États. C'est quelque chose qui est déjà arrivé? Alors, je ne vais pas appeler ça des interventions au sens intervention militaire, hein, Opération mais spéciale c'est quand davantage, oui. ouais, ouais, bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est de la mobilisation de l'outillage diplomatique, éventuellement pénal, désormais et de plus en plus pénal international. Pareil, je vais vous donner un exemple concret là-dessus. Vous vous souvenez quand il y avait eu, à propos de Biélorussie, il y avait eu un vol de Ryanair entre la Grèce et la Lituanie qui avait été détourné quand il survolait la Biélorussie. Il avait été forcé à atterrir à Minsk. Et en fait, c'était pour arrêter un journaliste qui était dans ce vol, un journaliste biélorusse, qui s'appelle Roman Protasevich. Et D'accord. c'était vraiment le vol de Ryanair, il avait été contraint de se poser par des avions de chasse. La tour de contrôle avait prétexté qu'il y avait une alerte à la bombe dans l'avion, la tour de contrôle biélorusse. Hein. En fait, c'était les services biélorusses qui ont vraiment monté le truc.
Et le journaliste a été arrêté, sa compagne aussi, il a été vraiment soumis à un traitement épouvantable, et le but était de terroriser les journalistes, quoi. On a réussi à déposer une plainte pénale en Lituanie et à mobiliser le procureur et la police lituanienne sur la base du droit pénal international, avec une procédure pour détournement d'avion avec intention terroriste, pour terroriser les journalistes. Euh, et on pense que cette procédure, l'existence même de cette enquête, a pu contribuer à ce que Roman Protasevich soit moins torturé, soit moins maltraité. D'accord. Voilà. Donc, on a recours à ce genre de choses ça fait partie de la panoplie du plaidoyer, entre guillemets, pour essayer d'influer sur des situations concrètes. D'accord. Et là, c'est vrai que, bon, on a parlé des pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés. Il y a aussi le sujet des journalistes ciblés et tués. Et actuellement, il y a plein de conflits, mais il y en a deux grands, notamment un où c'est vraiment assez astronomique le nombre de journalistes qui a été tué. Il y a l'Ukraine dans le conflit russo-ukrainien. Et il y a aussi le sujet de Gaza. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler? Je sais que c'est deux sujets différents, donc on va faire l'un après l'autre. Peut-être d'abord le sujet de l'Ukraine, parce que dans on va dire en termes de proximité européenne, il y a peut-être davantage de journalistes européens aussi qui étaient sur place, et comment dire ça? C'est moins important en termes de quantité que ce qui se passe à Gaza. Et d'ailleurs, c'est une question qui interroge comment ça se fait potentiellement aussi que les journalistes sont moins ciblés dans le cadre du conflit ukrainien que du conflit israélo-palestinien. Et justement, ça amènera une autre question après quand on parlera du conflit israélo-palestinien. Oui. Euh, L'Ukraine, vous voyez, derrière moi, il y a un mur de photos. Et vous reconnaissez peut-être, vous voyez peut-être un visage ici ou ici. Il s'appelle Max Levin. C'est un photoreporter ukrainien qui est très connu. Il travaillait pour le New York Times, pour plein de médias ukrainiens et internationaux. Et il a été tué par les forces russes au début de l'offensive, assez vite, dans un bois dans la banlieue de Kiev. Voilà, il fait partie de ces cas assez nombreux de journalistes ukrainiens ou d'envoyés spéciaux, de correspondants étrangers. Pour les Français, on pense à Frédéric Leclarimov, à Arman Soldin, Pierre Zakowski, qui ont été tués dans le cadre de cette guerre. Et nous, dans ces cas-là, on essaye d'enquêter, d'établir des faits, de faire de l'enquête journalistique, mais précontentieuse, si j'ose dire, pour essayer ensuite de saisir et de faciliter le travail de la justice. Dans le cas de l'Ukraine, les médias et l'information libre ont été une cible très vite, à partir du 24 février 2022, très très vite. Des tours de télévision ont été systématiquement bombardés, des positions de journalistes, tout ça. Dans le cas de Max Levin, c'était très clair. Et simplement, on a pu obtenir une réponse. C'est-à-dire que nous, on a fait toute une série de plaintes pénales, on a saisi et on a fait un pari. Et ce pari s'est avéré gagnant parce qu'on a eu une réponse. On a fait le pari de la justice ukrainienne. On s'est dit, on va voir si cette justice est en mesure, veut bien et peut enquêter sur ces crimes. Et au début, c'était pas gagné, parce que quelques dizaines de cas de journalistes, quand la justice doit traiter des massacres comme Boutcha ou Mariupol, c'est pas évident. Mais on les a convaincus, on leur a dit, écoutez, la fonction du journalisme est tellement importante dans une démocratie, c'est pas une question de nombre. Et on voit bien aujourd'hui la bataille informationnelle. Elle est énorme en Ukraine, la façon dont le Bien sûr. Kremlin vraiment balance sa propagande. Et qui est repris Et par les on a politiques été, français, par ailleurs. voilà, absolument, c'est sans frontières cet aspect. Bon. La justice ukrainienne nous a suivis aujourd'hui. Pour vous juste résumer, on est à 115 enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet général d'Ukraine dans des cas de crimes contre les journalistes. Donc il y a une réponse. Il y a même eu des condamnations. Voilà. Si vous allez, nos auditeurs peuvent aller sur le site internet du parquet général d'Ukraine. Vous verrez dessus, il y a un questionnaire
au cas où vous êtes témoin ou victime de crimes. Vous pouvez répondre le questionnaire pour saisir le procureur. Vous verrez dans ce questionnaire, il y a une petite section qui dit êtes-vous journaliste et pour décrire ce que vous avez suivi comme journaliste. D'accord. Cette section, elle existe parce qu'on a fait tout ce travail avec eux. Voilà. Et Et ça, on estime à combien le nombre de journalistes qui ont été tués et ciblés de manière générale en Ukraine? Du moins de ceux dont on alors, connaît le sort aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il y a aussi des disparus. oui, tout à fait. Alors, on est d'ailleurs les crimes la nature des crimes a évolué depuis février 2022. On est sur une quinzaine de journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Euh, euh, En revanche, la pratique qui s'est développée à partir de 2023 en particulier, ça a été c'était la pratique de l'arrestation, détention arbitraire, déportation dans les territoires occupés d'abord, mais jusqu'en Russie ensuite. Et on a aujourd'hui une trentaine de journalistes ukrainiens qui sont arbitrairement qui ont été enlevés, déportés en Russie, qui sont arbitrairement détenus en Russie, pour certains disparus. On enquête sur eux. Et là, on est très content parce qu'il y a quelques jours, il y a un de ces journalistes qui a été libéré. Et on publie d'ailleurs sur le site de RSF, on a fait une publication pour expliquer tout ça. On est évidemment en contact avec lui. Il est en train de reprendre des forces parce qu'il a subi, comme toutes les, tous les détenus entre les mains du Kremlin, les journalistes ne font pas exception. Un traitement épouvantable, il a perdu 30 kilos. Enfin, bon. Mais au moins, il n'est pas mort, contrairement à l'une de ses consoeurs elle, est décédée sous la torture, Victoria Rochina. Voilà, donc c'est ce genre de pratique, c'est moins désormais les meurtres que la détention arbitraire et la pression super forte pour dire regardez ce qui va vous arriver si vous continuez. Et c'est quand même. Et puis Ouais. je termine aussi beaucoup de destruction d'équipements, toujours. Beaucoup de destruction d'équipements. Et Qui explique notre action. c'est quelque chose qui s'est développé à partir de la reprise du conflit, ou c'est quand même des phénomènes qui étaient observables déjà en 2014, mais à une plus petite échelle? Non, bon. Il y a un vrai sujet. Il y avait un vrai sujet en Ukraine sur la liberté de la presse et la garantie de cette liberté, y compris par une justice dont on doutait de l'indépendance, le poids des oligarques dans les médias. Enfin bon, il y avait vraiment toute une série de problématiques. Mais l'agression à grande échelle, l'offensive russe, le 24 février 2022, a vraiment créé encore un autre type de répression qui en fait a pris le dessus, qui était la répression qui vise vraiment à forcer au silence, D'accord. à neutraliser les sources fiables d'information, les médias indépendants. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est très clair. Et à l'intérieur de cet objectif désormais, une évolution des pratiques qu'on suit et qu'on mesure. Mais tout notre travail en Ukraine consiste a consisté à aider les journalistes et les médias, en particulier ukrainiens, à rester en Ukraine. Et bon, on y a concouru parce que c'est le cas. Ils sont très largement restés. Mais ils n'étaient pas préparés à la guerre du tout. Ils n'avaient pas l'équipement qu'il fallait. Ils n'avaient pas. Bon. Dans d'autres pays, et si on parle de Gaza maintenant, c'est un aspect très important. On a besoin que Gaza soit ouvert aux médias internationaux, bien sûr, ça c'est là une première Ah, demande, mais on a aussi besoin d'évacuer les journalistes palestiniens qui sont vraiment dans une situation épouvantable et on ne peut pas les faire sortir, ou très peu. et du Et coup, ça, bah, on arrive du coup sur le sujet de Gaza. Donc, je rappelle, aujourd'hui, que ce soit des reporters indépendants ou des journalistes de médias, on est actuellement le conflit qui est le plus meurtrier du point de vue des journalistes, qui cumule, il me semble, euh, peut-être le cumul des journalistes tués dans les deux guerres mondiales, peut-être et d'autres conflits cumulés. Là, on est entre 200 et 250, si je ne me trompe pas, journalistes qui ont été tués dans la bande de Gaza. Euh,
que fait RSF dans ce cadre? Que peut faire RSF surtout? Parce que bon, voilà, on sait que c'est extrêmement verrouillé au niveau de l'accréditation des médias pour à pouvoir aller sur place. Et on sait que d'ailleurs, certaines sont délibérément ciblées, comme on a pu le voir récemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle des RSF vis-à-vis de tout ça? Oui. Euh, bon, notre objectif, c'est d'essayer de contribuer à ce que cette situation puisse être couverte par des médias pluralistes, indépendants. Voilà, est-ce qu'une vraie liberté de la presse puisse s'exercer pour que nous, citoyens, ayons la possibilité de nous forger nos opinions à partir de médias dignes de ce nom. Voilà. Donc ça veut dire, et pour nous très concrètement, euh, très vite, essayer de collecter des sous, un peu de fonds, et de les faire passer à Gaza pour que les journalistes sur place qui avaient besoin de matos ou simplement du matériel, c'est juste un téléphone, ça peut être juste un téléphone pour être journaliste, ils puissent les acheter. Il y en avait encore à Gaza, et simplement les prix montaient très vite. Voilà, donc on est parvenu comme ça, par des chemins, je ne peux pas tellement détailler Bien sûr. publiquement, c'est complètement légal, mais enfin bon, je ne vais pas dire la route, mais on est parvenu à faire passer un peu de sous. D'ailleurs, on a publié là-dessus, on est aussi transparent qu'on peut l'être, qui est vraiment utile, important. Même ça a servi aussi à, à s'équiper un peu en matériel qui permet de maintenir les connexions, parce que la connexion Internet, c'est évidemment un énorme enjeu, voilà, tout ça. Deuxièmement, il y a un énorme enjeu pour RSF d'information sur la situation. Ça veut dire pour nous, on est connecté en permanence à Gaza, tous les jours, tout le temps. Depuis octobre 2023, c'était évidemment déjà le cas avant, la situation n'est pas nouvelle, mais tout le temps, pour essayer de comprendre ce qui se passe et de le rapporter. Donc si vous allez sur notre site, vous verrez, on publie à chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire très souvent, pour essayer de faire connaître ce qu'il se passe sur les enjeux d'information et de liberté de la presse, sur la situation des journalistes. Ce qui veut dire également sur les crimes subis par les journalistes. Parce qu'en effet, très vite, on a constaté, on a mesuré, et quand je dis on vérifie pas seulement tout ça depuis Paris, on est présent sur place. On est présent à Gaza. Et d'ailleurs, c'est la question que je me posais. Si on fixait à 100% la possibilité d'informer que vous aviez avant le 7 octobre, c'était pas à 100%, mais disons que c'est 100%. Aujourd'hui, à combien de pourcents d'informations vous avez encore accès dans ce qui se passe à Gaza? On a accès à l'information. Ce qui change, c'est la difficulté accrue, l'effort supplémentaire qui est nécessaire pour la vérifier. Parce qu'en effet, les journalistes ont été vraiment tués en très grand nombre, et vous avez tout à fait raison, vraiment c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Le bilan de journalistes tués est le plus élevé qu'on ait jamais connu dans une période de conflit armé sur une période aussi courte. En effet, on est à plus de 200 journalistes tués, mais ce qui est encore, si j'ose dire, encore plus dramatique, c'est qu'on a mesuré et documenté que pour au moins 46 d'entre eux, on a ce qu'on appelle des motifs raisonnables de croire, en droit pénal international c'est ça, reasonable grounds to believe, qu'ils ont été intentionnellement ciblés à cause de leur activité journalistique. Pour beaucoup de ces 46, ils ont été tués alors qu'ils étaient en train de pratiquer leur journalisme. Et ça, c'est de la qualification pénale très dure. Ça s'appelle de l'homicide intentionnel. C'est un crime de guerre. Et, tous ces cas qu'on a documentés sont sans précédent, ont justifié qu'on tire beaucoup de sonnettes d'alarme, qu'on dépose des plaintes pénales. On n'a pas tellement de choix du juge dans ces cas-là. Idéalement, c'est le juge du pays de perpétration, mais là, c'est complètement bouché, on ne peut rien faire. Donc on a dû aller à la Cour pénale internationale, on a déposé 4 plaintes, on prépare la 5e. Le procureur de la Cour pénale internationale nous a en partie donné raison, puisqu'il nous a avoué
et nous a autorisé à le publier l'année dernière, eh bien, il avait inclus dans son enquête en cours les crimes contre les journalistes. Normalement, un procureur ne dit jamais sur quoi il enquête. Voilà, on tire ce fil-là, mais c'est extraordinairement difficile. Donc il nous reste, comme on le fait maintenant, d'essayer de sensibiliser le plus grand nombre. Vous allez voir, on fait une opération dans quelques pays lundi avec 150 médias et Havas qui vont publier une page ou une demi-page noire pour renvoyer à cette opération et pour essayer d'attirer l'attention. On essaye aussi d'obtenir l'organisation d'une réunion pas du Conseil de sécurité, parce qu'il ne faut pas rêver, mais quand le Conseil de sécurité est bloqué, il y a des réunions qu'on appelle les réunions ARIA, c'est une réunion dans la salle à côté, avec les États qui, eux, veulent bien venir. Et donc, on essaye de faire tous ces efforts-là pour attirer l'attention sur la situation et faire que l'armée israélienne et le gouvernement israélien sentent au moins une résistance ou une pression pour arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Aujourd'hui, on a vraiment trois slogans, pardon, mais un, ouvrir Gaza aux médias internationaux. Deux, autoriser les évacuations. Il y a des journalistes qui se sont pris, il y en a une qui s'est pris un tir, elle avait son gilet presse, son casque, était en train de bosser, elle se prend un tir de sniper, elle a en ce moment une balle dans l'épaule qui est à côté du poumon. Elle ne peut pas être traitée à Gaza. Elle risque simplement de mourir, c'est tout. Il faut la sortir, il faut faire une évacuation médicale. Même ça, on n'arrive pas. Et puis, ouvrir, évacuer, et puis arrêter protéger les journalistes. C'est-à-dire, a fortiori, ne pas les shooter au tir de sniper, de tank ou de drone. C'est respecter le droit humanitaire. Et j'ai une question de tri systémique dans le chat qui rebondissait à ce que vous disiez. Vous avez dit, vous êtes présent à Gaza. Est-ce qu'il y a des membres de RSF qui sont présents sur place et qui sont tombés, qui demandent si c'est ce qu'il faut comprendre de ce que vous évoquez? Vous pouvez répéter la question parce qu'il y a Il eu y une a, petite pardon, interruption. il y a tri systémique qui dit, qui demande, vous êtes présent à Gaza, donc des membres de RSF sont-ils tombés? Est-ce que c'est cela qu'on doit comprendre? Non, pour l'instant, on n'a pas on a beaucoup de chance euh, on a une correspondante qui s'est blessée à la jambe en courant pour sortir d'une scène de bombardement difficile. Voilà, mais pour l'instant, on a eu beaucoup de chance. Non, non. D'accord. Mais mais il y en a tellement qui l'ont été, comme on le sait, comme on le voit. Hein. Je peux peut-être ajouter euh, il y a un point qui nous révolte encore plus et sur lequel on travaille beaucoup, qui est quand les porte-paroles de l'armée israélienne viennent justifier leurs attaques contre les journalistes en disant mais c'était des terroristes du Hamas. Qui sortent un fichier informatique qu'ils ont recueilli dans l'une de leurs opérations quand ils ont chopé des ordinateurs du Hamas sur le truc. Et ça, c'est vraiment honteux parce que c'est vraiment ajouter l'indignité à l'assassinat. Euh, Ça ne tient pas la route une seconde. Il faut le dire et le marteler. On a enquêté sur ces cas. Euh, Évidemment, il y a une interpellation. On s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? On va chercher et on va essayer de se faire notre opinion objectivement. Et ils sortent des trucs, mais parfois c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Où ils expliquent qu'un journaliste qui est quelqu'un de jeune, mais de connu, de crédible, en fait, était un militant du Hamas. Si on regarde l'année en question, il avait 10 ans, le journaliste. Il avait 10 ans. Enfin, c'est des trucs comme ça. Simplement, ça passe. Ça passe parce que c'est de la com. C'est de la com propagandiste de guerre. Il suffit de le dire pour que, hop, ben on passe au truc suivant. Et on retombe un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, le fact-checking, qui est important, mais qui prend du temps. Et quand on en produit le résultat du fact-checking, ben en réalité, la propagande a déjà fait son effet. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut, finalement, ça nous renvoie la balle à nous, citoyens, utilisateurs, c'est quand on reçoit une info, se dire, est-ce que c'est vraiment une info, essayer de la croiser avec d'autres sources, être très vigilant pour se forger nos opinions. Quoi.
D'accord. Et bah, on arrive doucement vers la fin de l'interview. Vous savez que Twitch, c'est aussi une plateforme de diffusion du jeu vidéo, pas que forcément de l'actualité ou de vulgarisation comme le fait. Et j'ai Nomads qui pose la question, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Minecraft Bibliothèque de l'Humanité, un projet qui allie RSF et jeux vidéo? Merci de soulever ça. On a fait cette tentative et pour rien vous cacher, parce qu'elle a maintenant 4 ans, je crois, on est en train de réfléchir à son actualisation. C'était l'idée de fournir dans Minecraft un lieu, c'est-à-dire la bibliothèque non censurée, où on puisse trouver, quel que soit le pays duquel on se connecte, tous les bouquins, les ressources qui, dans son pays ou sont soumis à la censure. Et donc, c'est ça un peu l'idée. Et c'est vrai que ce projet, la première année de son lancement, avait connu un certain succès. Contrer la censure, ça devient, enfin, c'est bête de dire ça parce que c'est peut-être une évidence, sauf que la censure, elle, multiforme, hein, elle gagne du terrain, mais monstrueusement, monstrueusement. Donc pour nous, c'est vraiment un défi renouvelé. On fait plein de trucs pour ça. Minecraft, on est un. Il y a un autre truc que je peux mentionner qui peut-être intéressera Bien sûr. nos auditeurs. Euh, il y a une technique que les censeurs adorent, c'est bloquer les sites internet des médias. Donc il y a un pseudo-régulateur. Le régulateur du Kremlin, enfin russe, il adore ça, le régulateur de Poutine, et il ordonne aux médias, enfin, il ordonne le blocage du site. Donc nous, on a créé des miroirs qu'on fournit aux médias et qui permettent au site de rester accessible, avec ou sans VPN d'ailleurs. Et comme ces miroirs sont eux-mêmes ciblés, on a créé un autre système qui permet d'actualiser le miroir. On devient meilleur, disons à ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a un média russe indépendant en exil qui est très très bon, qui a beaucoup de sources en Russie, qui fait vraiment de la bonne info, qui s'appelle Medusa. Si vous voulez aller regarder, Meduza. Et Medusa a des millions a une audience de plusieurs millions à l'intérieur de la Russie. Hein. C'est important. Hein. On a créé pour Medusa 12 000 miroirs depuis 18 mois. Ça veut dire 22 par jour. Ah oui. Et jusqu'à présent, on a gagné la course. Le site est jamais tombé. Et puis, ils ont fait des miroirs pour l'application aussi. Mais c'est une bataille. Donc, le Minecraft, pour revenir là-dessus, c'est aussi, enfin, c'est le genre d'outil et d'initiative qu'on a vraiment envie et puis là, le fait qu'on ait une remarque de notre auditeur sur le sujet, ça me confirme. On a envie d'y revenir. Et ben, je pense qu'il est ravi déjà que vous ayez pu répondre à cette question et que vous ayez actualisé surtout potentiellement. Et du coup, on va arriver sur la conclusion et je vais vous poser cette question assez simplement. Euh, pour vous, pour quelles raisons un de nos auditeurs aujourd'hui devrait s'engager soit au sein de RSF, soit soutenir RSF? Pourquoi, en 2025, en France et dans la situation du monde aujourd'hui, doit-on soutenir RSF? Je ne détiens pas la vérité universelle et je ne vais pas faire une réponse en forme de slogan. Je vais juste apporter ma petite réponse subjective à moi comme je l'ai vécu. Moi, j'ai été dans le domaine des droits humains pendant des années, dans les ONG, et j'ai beaucoup bossé dans plein de secteurs différents sur ces sujets-là. Et je me suis aperçu, donc plein de secteurs, hein, les crimes internationaux, les droits des femmes, la justice climatique, la responsabilité des multinationales. Bon. Et je me suis aperçu que, en fait, il y a un point commun à tous ces sujets. Si cette bataille-là n'est pas gagnée, alors toutes les autres ne pourront pas l'être. C'est l'information. Si c'est un vieux truc de cette auteure qui est Hannah Arendt dans les années en 1968 exactement, qui disait notre liberté d'opinion est une farce. On ne peut pas se déterminer si le débat public n'est pas fondé sur les faits. Si on n'a pas accès à l'information fiable. On doit avoir accès à des sources fiables d'information. Et ça, c'est la bataille vraiment de RSF. C'est pas seulement une bataille pour le journalisme, c'est une bataille pour notre droit en tant que citoyen à l'information, de pouvoir accéder à une pluralité de sources fiables. Imaginez si ce n'est pas le cas sur le climat, sur les pandémies et les vaccins.
sur tous les enjeux liés au genre, sur tous les enjeux liés aux institutions démocratiques, au social, alors, alors il n'y a, y a plus de conversation rationnelle. Euh, tout est dans tout et n'importe quoi prime. Et avec les multinationales avec les plateformes, ce qui prime, c'est la désinformation. Donc pour moi, c'est la mère des batailles. Et c'est pour ça, j'espère que vous aurez des auditeurs qui auront envie de nous soutenir. En tout Et cas, puis au passage, on aidera Christophe Glaise à sortir de tôle. ben, merci beaucoup, en tout cas, monsieur Bernard, pour bah, cet élan d'espoir sur la fin et d'optimisme, en tout cas. Je vous remercie énormément de votre présence. Merci beaucoup à RSF d'avoir accepté, de manière plus générale, de venir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et encore merci beaucoup à vous. Merci de votre accueil. À très bientôt, j'espère. Au J'espère revoir. aussi. Au revoir. Au revoir.